Mes amis, comment c'est un plaisir de vous revoir. Je vais faire une intro assez brève et concise. Pourquoi? Parce que ça va être une vidéo riche en contenu. Donc, si vous apprenez vite, mais tout comme moi, vous mettez du temps à comprendre, cette vidéo est faite pour vous. Tout d'abord, j'aimerais commencer par vous dire, soyez très attentifs à tout ce que je vais vous dire. Je reçois pas mal de demandes sur des sujets auxquels j'ai déjà répondu en vidéo. Après, je comprends qu'on n'est pas 20, 30, 40, voire 50 minutes comme c'est dans cette vidéo. C'est pour ça qu'il va y avoir une autre alternative. J'ai décidé de faire un e-book qui sera le résumé complet de cette vidéo avec des détails un peu plus poussés. Donc, vous avez la possibilité soit de regarder cette vidéo dans son entièreté, soit de télécharger ce e-book que j'ai fait spécialement pour cette vidéo-là. Ça va être donc, comme je vous ai dit, un résumé de cette vidéo-là avec certains détails en plus. J'ai essayé de rien oublier. J'ai mis pas mal de temps à créer ce e-book. Donc, pour avoir ce e-book, ça va être simple. Vous allez simplement en description et cliquer sur le lien et vous laisserez suivre. Et aussi, on m'a aussi reproché dans les précédentes vidéos que je rentrais pas assez dans les détails sur les produits que j'utilise. Vous allez avoir aussi la possibilité, et cette fois-ci, ce sera cadeau, ce sera gratuit, de télécharger le listing complet de tous les produits que j'utilise. Et je vous mettrai aussi le lien que vous avez juste à cliquer pour arriver directement sur vos produits. Cette vidéo m'a demandé énormément de moyens à mettre en place, énormément de moyens à vous montrer, que je vais vous montrer parce que j'ai utilisé pas mal de produits qui m'ont coûté assez cher. Je vais être libre à la critique constructive. N'hésitez pas à me faire savoir tout ce que vous pensez de mon contenu sur ma chaîne, peu importe, via les commentaires. Donc voilà, merci les amis et je me laisse parler après. Je vous dis donc bon visionnage. Ok, dans cette première partie avant moulage, comme je vous l'avais dit dans la vidéo juste avant, enfin dans une partie de la vidéo juste avant, la préparation de vos maîtres modèles. Vos maîtres modèles, pour vous rappeler, les maîtres modèles en fait ça va être les pièces que vous allez mouler, vos pièces que vous allez mouler. Si sur vos pièces vous avez des défauts apparents comme des rayures, des aspérités un peu rugueuses, etc. Étant donné que votre moule que vous allez créer sera le négatif exact de la pièce que vous allez mouler, toutes les pièces ensuite que vous allez tirer via ce moulin en fibre de carbone pour un projet esthétique apparent, aussi performance, hein, parce que c'est aussi la légèreté le carbone, ou alors tout simplement créer des carénages en polypiste, gel coat plus fibre de verre, enfin bref, pas rentrer dans le détail. Donc, petite présentation qui s'impose. Ici, on a des carénages qui sont la plupart dans un état pitoyable. Le coureur réservoir, c'était une chose que j'avais déjà moulé en fait, à la va-vite. Mais j'ai eu pas mal de problèmes, surtout dû à la préparation. Ici, on peut voir que le gel coat, lors de l'application pour la fabrication du moule, a mal agi avec la peinture. Et lors du démoulage, il y a eu un décollement de peinture. Enfin bref, j'avais utilisé la mauvaise peinture. Je vous cache pas que je voulais la faire à la va-vite. Ce carénage, j'avais laissé traîner dehors parce que ça me prenait la tête de le voir. J'étais tellement deck parce que je vous rappelle que j'ai perdu un mois quand même. J'avais fait une vidéo et tout que je vous sortirai jamais parce que c'est plus de travail à faire que pour vous expliquer. Enfin, ça serait trop de travail que de ressortir une vidéo, etc. Bon, ici, c'est un peu dégueulasse derrière. C'est la colle que j'avais mis pour faire mon plan de joint ici, que je nettoierai. Et aussi, à l'étape du démoulage, j'avais arraché le carénage en essayant de le démouler. Je vais être franc avec vous, ça a été un travail dont je ne suis pas très fier. Et je me suis énormément pressé parce que j'avais très peu de temps pour faire ça. Et au final, je voulais gagner du temps. J'en ai perdu un paquet. Bon, maintenant, ce que je vais faire, je vais refaire une couche d'après, le lisser, passer une couche de vernis. Et pour le vernis que je vais utiliser le vernis, un vernis bicomposant polyuréthane. Pourquoi le polyuréthane? Le polyuréthane, en fait, réagit très bien face au gel coat. Donc voilà, c'est tout simplement pourquoi je vais utiliser ce type de vernis. Ou peinture, même. Si vous avez une peinture bicomposante, vous faites avec de la peinture bicomposante, c'est censé tenir. À partir du moment où vous aurez fait votre étape de préparation, qui sera, j'espère, pour vous, très soigneusement faite, prenez votre temps parce qu'en prenant votre temps, vous allez en gagner, tout simplement. Je vais avoir énormément de boulot, je vais pas tout vous filmer, peut-être en timelapse ou peut-être je vous mettrai le résultat final. Pour ces pièces aussi, je vais pas les garder, hein. Elle est dans un état pitoyable, c'est une pièce que j'ai achetée d'occasion, ça. Enfin bref, là c'est moi qui ai mis le mastic. Donc celle-là aussi, je vais la poncer, apprêter, peindre et vernir. Ce carénage aussi, les carénages des écopes, ça va être la même histoire. On peut voir qu'il y a une peinture qui a... Enfin, moi je le vois, hein, qu'il y a une peinture qui a été faite. De base, je pense qu'elle était ressortie proprement, mais vu qu'elle a été stockée, ça c'est des pièces aussi que j'ai achetées d'occasion. Vu que ça a été stocké très certainement à un endroit, il y a eu des petites rayures d'impact dues à la manipulation, due à la manutention de ces pièces-là. Et comme je vous rappelle, ces pièces-là, je vais pas les garder en plus. Elles pèsent assez lourdes. Donc ça va simplement être une étape de finition et ensuite moulage. Et après, comme je dis, je compte jeter ces pièces-là, je compte pas les garder parce que dans l'état dans lequel elles sont, enfin bref, ce serait se répéter. Pour cette pièce-là, j'ai pas grand-chose à dire si ce n'est que je vais bien la nettoyer, décoller toutes les résidus de colle dus à la mousse d'étanchéité qui est vers le côté, décoller les autocollants, hein, les autocollants des petits garçons ici, nettoyer, illustrer, je pense que ça va aller. Donc voilà, maintenant j'ai énormément de boulot qui m'attend. Vous pouvez même pas vous imaginer entre filmer, poncer, aller vider ma carte mémoire sur mon ordi parce qu'il y a plus de place. Bref, je vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, merci du visionnage.
Bon mes amis, je vous cache pas que j'avais un peu de mal à sortir cette vidéo étant donné que ça va être une vidéo riche en contenu, donc je vais devoir parler beaucoup. Mais c'est simplement pour vous expliquer les erreurs à ne pas faire et aussi vous présenter les différents types de pièces avec leurs spécificités. Après, je vous ferai une présentation des produits et ensuite une mise en pratique pour la fabrication de ces moules. Avant de commencer, je tiens à vous dire, soyez très attentifs à tout ce que je vais vous dire. Enfin, déjà, je fais tout ça gratuitement et je vais vous faire un condensé de plusieurs années de galères et de pratiques en fait pour la fabrication de moules et de carénage. Donc, soyez très attentifs. Et voilà, enfin, je fais ça en fait, pourquoi? Parce qu'on m'a contacté plusieurs fois par message et on m'a demandé « Ouais, s'il te plaît Ronin, donne-moi tous les produits que tu utilises avec toutes les erreurs à ne pas faire et tout. » Je peux pas par message, c'est pas possible. Et en plus, à chaque personne qui me demande ça, et c'est pas une personne, c'est une personne, une autre personne, une autre personne, une autre personne. Même si je fais un copier-coller, ça m'intéresse pas. Donc, comme j'ai dit à ces personnes-là, il va y avoir une vidéo spécifique qui sera celle-là en fait. Et comme on me l'a demandé dans la première vidéo sur la fabrication de carénage, sur la fabrication de moules et de carénage, on me l'a même reproché de ne pas avoir présenté la marque et les produits que j'ai utilisés exactement. Aujourd'hui, ce que je vais faire du coup, dans cette vidéo-là et dans la prochaine, j'ai prévu de vous faire un petit fichier PDF avec tous les produits que j'utilise et aussi je vous mettrai peut-être les étapes à suivre. Alors, après, c'est des étapes qui sont spécifiques à ma propre mise en application. Libre à vous de faire ce que vous voulez après. Avant de commencer aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le moulage de vos carénages de votre bécane n'est pas sans risque. Moi, ce que je peux vous conseiller d'abord, dans un premier temps, c'est de commencer de simples moulages, de moules en une seule partie. Pour ça, je vous invite à vous référer à la première vidéo sur la fabrication de moules et de carénage. Pour ça, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de commencer à mouler, par exemple, vos platines repose-pieds, qui sont de simples pièces, en fait, pour vous familiariser avec les gel coats, les résines, et savoir comment elles réagissent, le temps de gel et tout, etc. Enfin bref, vous n'êtes pas à l'abri que la peinture sur vos carénages ait une réaction avec le gel coat que vous allez appliquer. Comme vous avez vu en première partie de cette vidéo, vous m'avez vu rattraper ce carénage qui était dans un état pitoyable. Il y avait une réaction sur la peinture que j'avais fait. En fait, j'avais juste appliqué un après acrylique. En fait, n'utilisez pas de peinture acrylique, ça va très mal se passer. Je vous le dis maintenant. Ce que je peux vous conseiller, c'est de finir avec une peinture ou un vernis bicomposant en polyuréthane pour éviter ces problèmes-là. Généralement, sur des peintures d'origine, je pense pas avoir de gros problèmes. Ici, là, c'est la peinture d'origine de ce carénage arrière, en fait, que je n'ai pas repris parce que c'est assez lisse. Bon, il y a des petites imperfections, mais ça, je le rattraperai directement sur le moule. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'acheter des carénages d'occasion fissurés, cassés, vous les réparez assez grossièrement. Du moment que la partie visible est lisse et rattrapée et lustrée, la préparation avant moulage de vos pièces est très importante parce que c'est elle qui déterminera ensuite, on va dire, la quantité de finition que vous ferez à la fin. Et ensuite, tirer ces pièces et après ne pas avoir trop de retouches. Si possible, passer directement à l'étape vernissage ou glaçage en fonction de la profondeur que vous souhaitiez. Mais bon, ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Très important, je vous dis ça maintenant pour éviter de m'attarder un peu plus tard dans la vidéo. Faites attention lorsque vous allez mouler vos pièces à ne pas écraser vos pièces. Pourquoi? Parce que lorsque le gel coat et la résine vont durcir, le moule va garder la déformation de la pièce. Donc, vous n'aurez pas la courbure d'origine de vos carénages. Des fois, on a tendance, lorsqu'on stratifie sur la pièce, en fait, à écraser la pièce. Donc, ce qui crée une déformation et ce qui peut flinguer malheureusement le rendu final et surtout ne plus avoir la même courbure d'origine. Donc, ce qui serait bien dommage d'avoir un carénage qui est ouvert comme ça au lieu d'avoir un carénage avec sa courbure d'origine. Donc, faites très attention. Calez votre carénage sur un support, ce que vous voulez, voilà. Là, il n'y a pas tous les carénages. Enfin, il y a tous les carénages sauf un, qui sera mon garde-boue avant. J'ai prévu de mettre un garde-boue de la Yamaha R1 Crossplane de 2014. Pour ça, je ferai une vidéo spécifique parce que je l'ai commandé, je ne l'ai pas encore reçu. Je sais que c'est un carénage qui peut potentiellement s'adapter sur ma FZ8. Mais bon, je pense que ça apportera un sacré coup de fraîcheur sur la bécane. Maintenant, pour la présentation des différents carénages que je vais mouler, par rapport à la première vidéo, ça a été, comme je vous l'ai dit, de simples moules en une seule partie. Là, on va avoir des moules avec des contre-dépouilles, des parties recourbées, on va dire renfermées. Comment on va pallier à ça? En fait, on va tout simplement créer un moule en plusieurs pièces. Sur ce carénage, je vais devoir faire un moule par exemple en 3 parties. Je vais d'abord mouler la partie avant et ensuite mouler les 2 parties qui seront vers le côté. Pourquoi on peut pas faire un moule en une seule partie? Tout simplement parce que si on moule par exemple ce carénage-là, qui sera le carénage le plus compliqué à mouler parce qu'il sera au moins en 4 pièces. Admettons, si je veux mouler ce carénage, forcément, on n'a pas besoin de s'y connaître, mais on peut comprendre que si je fais un moule d'impète comme ça renfermera la pièce dedans et elle sera indémoulable. Donc pour ça, on va créer un moule en plusieurs parties. Il y aura une partie, la partie supérieure, partie inférieure, partie latérale et partie arrière. Enfin, ça ferait même 5 pièces, je pense. Encore, je sais même pas à quoi il va ressembler. Je verrai ça au moment de la mise en application. Maintenant, passons à la présentation des différents produits que je vais utiliser pour la fabrication de ces moules. Tout d'abord, pour commencer, pour la présentation, on va y aller par étapes. On va commencer du premier produit qu'on va utiliser jusqu'au dernier. Lorsqu'on va avoir un moule en plusieurs parties, on va devoir créer des plans de joint. Bon, même quand on a un moule en une seule partie, comme je vous ai montré dans la première vidéo, on essaie de créer un plan de joint le plus propre possible. Bon, il y en a qui créent pas de plan de joint, qui font le moule à même et à ras la pièce, en fait, mais c'est pas, j'aime pas trop faire comme ça. J'aime bien avoir une pièce propre et
et avec une possibilité aussi de la mettre sous vide via sa périphérique. Enfin bref, ça reste de ma propre application. Bien entendu, les produits que je vais utiliser, vous n'êtes pas obligé d'utiliser à la lettre le produit exact que j'utilise. Vous pouvez utiliser son équivalence et faire aussi votre propre recherche un peu plus poussée, comme moi j'ai fait pour apprendre tout ça en fait, et voir ce qui vous convient le mieux en fonction de votre budget et en fonction de ce que vous pouvez faire. Savoir, c'est que moi, ça me coûte beaucoup plus cher étant donné que je fais tout en même temps. C'est un peu plus compliqué à vous mettre en œuvre comme ça, vous donner un ordre d'idée. Quand on me demande, oui, t'en as eu pour combien à peu près pour faire ça? Je peux pas vous le donner comme ça. Mais bon, quand on fait ça, généralement, c'est par plaisir pour avoir l'autosatisfaction de se dire qu'on l'a fait. J'ai fabriqué mes carénages en fibre de carbone et j'ai réussi à le faire et c'est génial. Pour commencer, on va devoir créer son plan de joint. Pour créer son plan de joint, on va utiliser une plaque en polypropylène. Pour ma part, je vous conseille d'utiliser une plaque en polypropylène avec une épaisseur de minimum 5 mm. La seule chose qui est compliquée, c'est qu'en fait, quand je vais créer mon plan de joint, quand je vais appliquer mon gel coat, elle va se tordre dans tous les sens. Tout ça va être un peu galère. Prenez quelque chose de beaucoup plus rigide, même avec des bouts de bois, si c'est une pièce simple, faites ce que vous voulez, mais créez quelque chose de propre pour avoir quelque chose de propre. Pour ceux qui ont du mal à se projeter et voir à quoi ça va ressembler, là j'ai préparé, c'est un cache-chaîne qui sera en plusieurs parties. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le monde du composite, lorsqu'on va stratifier des pièces, étant donné que la complexité de la mise en œuvre des tissus, on essaye de se faciliter au maximum les moules. Quand on travaille pas généralement, surtout avec du pré-imprégné, tout ça, on a beaucoup plus de... Le pré-imprégné, si vous voulez, c'est un tissu déjà imprégné de résine. Ce sera différent de la méthode d'application que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo, enfin bref. Ici, on va avoir un moule en plusieurs parties. À savoir, c'est que moi, mes pièces, j'aime qu'elles soient le plus fidèles à l'origine. La seule chose qu'il faut faire, c'est essayer de se faciliter la vie en essayant de supprimer tous les congés et d'éviter aussi d'avoir des angles un peu trop prononcés, ce qui peut arriver si on se facilite pas la vie là, comme on peut voir ici. J'ai cassé tous les angles parce que dès qu'on va appliquer notre tissu, il y a de fortes chances qu'il y ait, même c'est quasiment sûr, qu'il y ait un amas de résine ou alors des bulles d'air à ce niveau-là. Et donc ce qui provoque beaucoup plus de finition à la fin. Moi, comme je dis, j'essaye de faire le moins de finition possible, même si généralement c'est assez rare où il y en a pas en fait, mais il faut limiter au maximum. Il faut être fainéant stratégique, voilà, tout simplement. On peut voir que ma pièce est blanchâtre, c'est normal, c'est parce que j'ai appliqué une cire que je vais vous présenter juste après, la cire de démoulage. Donc voilà, je ne l'ai pas encore illustré, donc c'est pour ça que c'est un peu blanchâtre, un peu dégueulasse. Mais ne vous fiez pas à l'apparence, vous verrez que le rendu sera à la hauteur de mes attentes. Ensuite, pour tout ce qui est congé, on va utiliser de la plastiline, comme je vous ai présenté en première vidéo. Ici, c'est la plastiline qui m'a été envoyée par la société avec laquelle j'ai eu une petite collaboration non rémunérée, je tiens à le préciser, que je vous présenterai en prochaine vidéo. La plastiline, c'est quoi? Ça va être un genre de pâte à modeler, en fait, qu'on se sert en sculpture. Il aura la particularité d'avoir une densité un peu plus importante qu'une pâte à modeler classique, si vous voulez. Dans notre cas, en fait, on va l'utiliser pour faire nos plans de joint. Pour la ramollir, il faut la monter en température via un bain-marie ou un sèche-cheveux ou ce que vous voulez. Après avoir fini son plan de joint avec la plaque en polypropylène et on a mis la plastiline, on va utiliser un agent de démoulage. Le seul agent de démoulage que je vous conseille, enfin les deux agents de démoulage que je vous conseille, ça va être le démoulant PVA, c'est un alcool polyvinylique, et une cire de démoulage. La seule que je vous conseille, c'est la TR104, qui à mon sens, qui est un peu plus bourrine que d'autres cires que j'ai pu tester avec lesquelles c'est mal passé. Maintenant, pour vous expliquer les risques liés à une mauvaise application d'un agent démoulage, je vais vous partager des pièces qui sont restées dehors depuis un moment parce que je voulais plus les voir. J'avais perdu des semaines, voire un mois et demi à faire ça parce que j'avais tourné des vidéos, j'ai tout supprimé et là je recommence tout de zéro en fait pour vous expliquer et vous montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire. Là on peut voir que lorsque j'ai créé mon moule en plusieurs pièces, c'était mon garde-boue avant. Bon, il est dégueulasse, c'est parce qu'il était dehors comme je vous dis, je voulais plus le voir. Et lors du démoulage de la partie latérale en fait, il y a tout qui s'est arraché et le moule était irrattrapable et donc à la poubelle. Et en plus, j'ai pas utilisé les produits qu'il fallait, j'ai voulu utiliser des produits pas chers et de premier prix, donc voilà, ça je peux m'en prendre qu'à moi-même. C'est pour ça que ça, aujourd'hui, maintenant, c'est avec plaisir que maintenant que je vous ai montré ça, je le mets à la poubelle. Et je l'ai eu, hein. Ne croyez pas qu'il est parti à côté, il est parti dedans. Maintenant qu'on a appliqué notre cire de démoulage, on va appliquer notre gel coat, qui est un gel coat vinyle ester, qui s'appliquera en couche assez épaisse, qui est alors de 500 grammes par mètre carré, qui s'appliquera en 2 fois. Le vinyle ester, c'est une résine qui est beaucoup plus résistante aux produits chimiques, donc c'est pour ça que je préfère utiliser ces gel coat. Vous pouvez utiliser un gel coat polyester, mais bon, après c'est à vos risques et périls. Moi j'ai toujours fait avec de la vinyle ester, mais ça peut très bien marcher aussi avec un gel coat spécial moule polyester qui est moins cher que le gel coat vinyle ester. Comme je vous ai dit, tous les produits que je vais utiliser, ça va être des produits que je vais vous lister sur un fichier PDF. Pour voir ce fichier PDF, c'est simple, vous allez sur le lien en description, vous rentrez votre adresse mail et ensuite vous recevrez ce fameux fichier PDF avec tous les produits que j'ai utilisés. Pour la résine polyester que je vais utiliser, ça va être une résine isophthalique. Pourquoi je tiens à dire isophthalique? Parce qu'il y a deux types de résine polyester. Il y a la orthophthalique et il y a la isophthalique.
La différence entre ces deux, c'est leur retrait en fait. Le retrait, ça va être la rétractation de la pièce lors de la phase de polymérisation. Pourquoi je parle de polymérisation? Parce que tout simplement, la polymérisation, ça va être une réaction chimique qui va faire durcir en fait la résine. Pour ça, on va avoir besoin de la coupler à un durcisseur qui est du peroxyde de méthyléthicétone. Le retrait, comme je vous ai dit, ça va être la rétractation lors de la polymérisation. La rétractation, ça va être la diminution de la pièce, en fait, une espèce de déformation. Après, voilà, la différence aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le prix pour une résine isophthalique est beaucoup plus conséquent qu'une résine orthophthalique. Elle n'est pas de beaucoup, mais voilà, des fois, ça peut faire un peu la diff. Donc, si vous faites de simples pièces et que vous n'avez pas trop peur des déformations, utilisez une résine orthophthalique. Après, libre à vous de faire comme vous voulez. Moi, c'est par rapport à ma propre expérience. Après, on peut utiliser aussi un autre type de résine polyester spécial moule que l'on appelle la résine polyester spécial moule sans retrait. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avec ce type de résine, on va avoir une rétractation à l'ordre de 0,5 voire 0% dans certains cas. Et pour finir, n'oubliez pas d'utiliser un masque de protection avec des gants nitriles et des lunettes. Pour ma part, j'ai failli oublier parce que je porte des lunettes. Et aussi, lorsqu'on aura fini nos moules, on aura besoin de les découper. On utilisera un disque diamanté. Bon, ça, je ne m'attarde pas sur la présentation. Vous le verrez un peu plus tard. Mes amis, je me suis aperçu lors du montage de cette vidéo que j'ai oublié de vous faire lors de la présentation. La présentation de produits qui ont tout aussi leur importance. Je vous ai fait une description par ordre chronologique en fonction de la mise en application que je vais vous présenter. Je vous ai parlé de la résine, mais bien avant la résine, on va devoir, lorsqu'on aura appliqué notre gel coat, on devra appliquer sur des congés qui sont un peu trop prononcés où il y aura un risque de difficulté à la fibre de verre de bien plaquer sur le gel coat. On utilise pour ça des charges, des poudres en fait, notamment la microfibre de cellulose qui est une charge comme je vous ai dit, qui va venir charger au niveau des angles et ainsi éviter le risque d'avoir une bulle d'air entre la stratification et le gel coat. Les risques qu'il peut y avoir avec ce genre de problème en fait, avoir une bulle d'air entre le gel coat et la stratification, du mat de verre ou ce que vous voulez, c'est qu'on aura un délaminage et notamment on aura on va dire le gel coat qui va cloquer et on diminuera aussi la propriété mécanique du moule. Enfin bref, je ne vais pas m'attarder dessus, vous verrez un peu plus tard dans la vidéo. Maintenant on va passer au mat de verre, bien entendu. Je vous ai parlé de tout sauf du mat de verre. Il va y avoir en tout 6 couches de différents grammages sur mon moule. On va devoir commencer du grammage du plus fin jusqu'au plus gros. Pourquoi le plus fin? Parce que c'est celui qui aura le plus de facilité à épouser toutes les formes de votre pièce. Là, je vais commencer du plus fin jusqu'au plus gros. Je vais commencer par 3 couches de mat de verre de 100 grammes par mètre carré et je finirai par 3 couches de 350 grammes par mètre carré pour donner vraiment une épaisseur, une rigidité au moule. En fait, lors de la fabrication du mat de verre, le grammage est fait en fonction des couches successives qui sont faites au niveau du mat. Généralement, on commence du plus fin jusqu'au plus gros, du 100, après du 200 ou 250, 300, etc., etc., etc. Dans mon cas, moi, comme je vous l'ai expliqué, j'ai décidé d'utiliser plusieurs couches de mat pour donner un peu plus de rigidité. Après, si vous faites un moule pour tirer qu'une seule pièce, ne vous cassez pas la tête à faire un moule ultra rigide si c'est pour le jeter moulage d'après, quoi. Adaptez votre grammage en fonction de votre utilisation. De toute manière, je vous ai expliqué qu'il y aura un PDF récap de cette vidéo que je mettrai en description. Dans ce fichier, j'essaierai de vous donner quelques petites idées, quelques petits conseils sur si vous décidez de faire un moule pour tirer qu'une seule pièce, deux pièces, etc. On verra. Et aussi, le dernier outil très important lors de la stratification, ce sera le rouleau débuleur. Ce qui va différencier une bonne pièce d'une mauvaise pièce stratifiée, ce sera par rapport à sa qualité de débulage. Un débulage, pour faire bref, c'est pour débuler. Vous allez me voir dans l'application un peu plus tard que je vais utiliser d'abord un rouleau débuleur, un jaune. C'est un rouleau tapisserie parce que j'avais que ça. Celui-là, en fait, il était cassé et j'avais pas encore acheté des petites rondelles. À la base, c'était un rouleau débuleur avec une roulette en téflon et du coup, je me suis bricolé un rouleau débuleur avec différents diamètres de rondelles pour attraper le tir, on va dire. Et ça fait très bien l'affaire, ça a très bien marché et vous verrez ça un peu plus tard. Utilisez les outils qui vont bien pour avoir le résultat qui va bien, bien entendu. Bon, j'ai beaucoup parlé, mais en tout cas, j'espère avoir fait le tour de tout ce que je vais à vous dire et j'espère que vous me reprocherez pas si j'ai oublié certaines choses. S'il y a des experts dans le milieu du composite, je vous invite, vous êtes les bienvenus déjà, je vous invite à me faire part en commentaire de certaines choses que j'aurais pu oublier de préciser avant la fabrication des moules. Donc voilà, vous êtes les bienvenus et partagez votre expérience, ça profitera à tout le monde.
Bon, comme j'ai dit un peu avant, j'aime que mes carénages soient le plus fidèles à l'origine, mais j'aime aussi que mes carénages soient mieux que l'origine, on va dire. Je vais apporter une petite touche de personnalisation, sans rentrer dans l'extravagance, sans rentrer dans la surpersonnalisation, juste un petit truc, améliorer certaines lignes, les rendre un peu plus agressifs. Donc voilà, on peut voir qu'il y a certaines imperfections sur la partie sculptée, hein, c'est tout à fait normal, on peut pas l'avoir parfait, on peut pas lustrer cette plastiline là. C'est pas grave, ce travail là je le ferai en finition sur le moule. Et aussi, comme je vous dis, pensez lorsque vous fabriquez vos moules à vous faciliter la vie. Là on peut voir que j'ai fait mon plan de joint. Quand on se met face à la pièce, on peut voir que le plan de joint, l'angle est trop important en fait. Et même si je mets mes plots de centrage, je risque d'avoir des difficultés de démoulage lorsque je vais vouloir séparer les trois parties. Je vais refaire un plan de joint qui sera plus à ce niveau-là. Pourquoi? Ben pour avoir plus de facilité lors du démoulage en fait. Vous verrez sûrement le résultat de cette stratification sur ce moule dans la prochaine vidéo. Je vous invite à aller la voir. Vidéo très prometteuse je pense et qui va en aider plus d'un. Merci du soutien et ben, il y a encore du travail là. Et maintenant, après avoir préparé les plans de joint, on va s'attaquer à l'une des étapes les plus importantes qui va être le cirage. Le cirage de vos carénages sera très important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on n'applique pas d'agent de démoulant, il est fort probable que vos carénages restent collés, ou du moins que la peinture reste collée sur votre gel coat. Je vous déconseille de le mouler, je vous conseille d'abord de reprendre votre pièce. Maintenant, pour ce qui est de l'agent démoulant que je vais étaler sur mes pièces, je vais utiliser celui que je vous ai présenté juste avant, qui est l'ATR 104. C'est une cire de démoulage qui permet de démouler. L'avantage d'utiliser une cire, c'est que quand on va l'appliquer, on va venir appliquer la cire. On va utiliser un chiffon, une petite éponge. On va venir prendre un peu de cire et on va venir l'étaler sur notre pièce en faisant des petits cercles. Inutile en mettre à la toque, un peu comme j'ai fait là. Parce qu'il faut savoir que si vous en mettez un peu trop, quand ça va sécher, ça laissera des traces et même quand vous allez essayer de l'illustrer, ce sera un peu galère à enlever. Ce qu'il faut savoir avec cette cire-là, c'est qu'on va s'apercevoir qu'elle sera sèche quand elle aura un aspect blanchâtre. Une fois que l'aspect blanchâtre apparaîtra, on utilisera un chiffon sec et si possible doux, comme une serviette microfibre, pour venir lustrer cette cire-là. Y aller légèrement pour venir lustrer notre pièce. L'avantage d'utiliser une cire comme celle-là, c'est qu'on aura plus un aspect brillant et un aspect lustré lorsqu'on va mouler nos pièces. Après, si vous n'avez pas peur de faire des finitions, vous pouvez utiliser l'alcool polyvinylique. C'est un démoulant en PVR, ça c'est pas ça, c'est même pas ça, je me suis trompé de... Ça c'est ma résine. Et parce que je vous parle et je regarde pas ce que je prends, donc voilà, c'est ça. Pour ma part, la marque c'est Tercanol en fait, mais après si vous voulez, c'est un alcool polyvinylique qui est très bien. Je l'ai utilisé lorsque j'ai fabriqué mes protections de carbone Kevlar pour ne pas que mes protections collent sur le cadre. Donc voilà, si vous n'avez pas trop peur de faire des finitions, moi ce que je vous conseille, si vous avez qu'une pièce à mouler, faites comme ça, vous ne cassez pas la tête. Moi pour rappel, les moules que je fabrique, c'est des moules qui seront assez costauds pour tirer plusieurs pièces. Donc maintenant, on va cirer.
Mes amis, là ici, on a une résine qui est un peu bleutée, qui commence à changer de couleur parce que j'ai mis le durcisseur dedans. Et on va voir qu'elle va changer de couleur à cause de la réaction chimique qui va se faire pour le déclenchement, en fait, si vous voulez, de la polymérisation. En fait, il va y avoir ce changement de couleur qui sera visible, qui va virer un peu au marron translucide. Donc c'est tout à fait normal, ça révèle que le mélange a bien été fait et que la réaction se fait correctement. Le principal de la pièce a été moulé avec l'arrachage de la peinture normale parce que l'après que j'ai mis, bon c'était pas un après de qualité, c'est des après que j'aime pas mettre, mais je l'ai mis grossièrement pour attraper la pièce. On peut voir que voilà, le moule est nickel, hein. Bon, mis à part une petite imperfection, mais ça c'est rien, je le reboucherai et je le rattraperai. Donc voilà, je vais simplement donc créer un gabarit pour le positionnement de mes pattes de fixation de mon cache. Voilà, on vient déposer délicatement le gel coat sans le tirer, uniformément à peu près partout sur le moule. On va laisser dégazer après 10 à 15 minutes. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il est très important de lire les caractéristiques du produit que vous utilisez, du gel coat, ce qui va donner sa spécificité. Comme moi pour mon gel coat vinylester, on me demande d'appliquer une première couche de 400 grammes par mètre carré ou 500 grammes par mètre carré. Ensuite, laisser polymériser 2 à 3 heures et venir appliquer une couche de 300 grammes par mètre carré environ. Donc voilà. Il faut connaître impérativement les produits que vous utilisez. Il n'y a rien de compliqué, hein. Il faut juste prendre le temps de lire les caractéristiques techniques des produits que vous utilisez, tout simplement. Très important aussi, quand vous allez vous ravitailler en gel coat, il est très important de balancer ce que vous avez entre les mains. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a déjà mélangé le durcisseur avec le gel coat. Donc la réaction chimique est en train de se faire. Si on commence à remettre du gel coat neuf avec un nouveau catalyseur, on va avoir un mélange de gel coat frais avec du gel coat qui polymérise, en fait, ce qui va créer des grumeaux et tout. Ça va être dégueulasse. Donc, remplacer son pinceau. Et oui, parce qu'il faut balancer à chaque fois ses pinceaux pour éviter tout problème.
Mes amis, cette vidéo sera une sacrée pépite. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y aura non seulement mes réussites, mais aussi mes galères. Mes galères que je vais d'ailleurs vous partager maintenant. Ici, on a démoulé le premier carénage, en fait, le court réservoir. J'ai eu la peinture qui s'est arrachée un peu partout, mais c'était prévisible. J'avais simplement fait un recouvrement de propreté avec une finition en vernis polyuréthane bicomposante. Enfin, vous avez vu la vidéo, donc je pense que vous avez compris. Et en fait, voilà, on peut voir que ça s'est arraché à certains endroits. On peut voir qu'ici, que la peinture est restée collée, mais voilà, c'est facilement enlevable. Hein. Étant donné que j'avais bien ciré mes pièces, on peut voir que voilà, si je frotte un peu, voilà, je sais que la main gauche, voilà, on peut voir que ça s'enlève assez facilement. Et en plus que le moule n'est pas marqué. Le problème en question, je vais faire un peu monter la sauce. Mais voilà, c'est un problème qui est réparable, mais qui va demander un peu plus de travail de finition pour le moule. Le problème, c'est un problème de ce qu'on appelle un frisage de gel coat en fait. On peut voir que le gel coat n'a pas frisé partout parce que la surface du moule est relativement lisse. Sauf à ce niveau-là. Là, c'est bon. Là, c'est correct. Au niveau de l'empreinte, au niveau de ma sculpture, on va dire... au niveau de mon design, c'est bon. Bon, là, il y aura un petit lissage à faire au papier à poncer. Normal, hein, parce que voilà, avec la plastiline, on peut pas faire des miracles aussi. J'ai eu ce problème de frisage à ce niveau-là, au même endroit en fait du carénage là, aux deux endroits, et un peu à ce niveau-là, et aussi un peu à ce niveau-là. Je vais pas vous lister toutes les causes d'un frisage de gel coat. Pour ma part, en fait, je vais juste vous donner une des causes principales, c'est que, enfin, il y en a deux. Des fois, on peut pas comprendre pourquoi c'est arrivé, on n'arrive pas à comprendre, mais ça arrive, mais bon... Voilà. On essaye de limiter le problème, mais moi je pense que j'ai deux hypothèses et dont une je suis quasiment sûr que c'est à cause de ça. Bah là, celle où je suis le plus sûr, c'est que j'ai un peu trop surdosé mon catalyseur. J'ai eu la balance qui avait déconné et que je pense que j'ai mis je crois deux fois plus de ce qui était recommandé. Donc le gel coat a polymérisé vraiment très très vite. Mais même si ce problème arrive, ce n'est pas une fatalité. C'est une chose qu'on peut réparer, que je vais vous montrer d'ailleurs comment on va réparer. Vous avez de la chance que je fais des bêtises parce que je vais vous montrer maintenant comment réparer ces bêtises-là. Je ne la ferai pas de suite à l'instant. Je vais d'abord démouler tous mes carénages, les préparer et ensuite, je pense qu'il y en a deux autres aussi où il y a eu un problème de frisage. C'est pas grave, ça arrive. C'est rattrapable. Ça va demander un peu plus de travail finition. Et mes amis, je vous avais dit que vous allez avoir un PDF téléchargeable avec toute la liste des produits que j'ai utilisés. Et j'ai réfléchi aussi. Et comme vous devez vous en douter, je fais tout ça gratuitement et c'est un vrai plaisir de vous le faire gratuitement. Mais parfois, voilà. De mon côté, ça galère un peu. J'ai un peu du mal à me projeter sur l'avenir de la chaîne et tout. Bon, je le cale là parce que c'est pas le moment, mais j'en profite pour le caler. J'ai décidé de faire un e-book que je mettrai à télécharger en description. Ce sera un e-book payant en fait, qui sera... J'ai pas encore une idée de prix, mais bon, qui sera vraiment pas cher. Ce e-book en fait vous donnera le résumé complet. Ça vous évitera de regarder à chaque fois toute la vidéo parce que je reçois des messages sur des choses sur lesquelles j'ai déjà répondu, mais vu que les personnes généralement sautent des étapes et viennent me voir en privé, me demandent directement une chose sur laquelle j'ai déjà répondu en vidéo, bon après vous aurez la possibilité de regarder la vidéo en entier, c'est pas un problème. Mais voilà, si vous voulez avoir un condensé, un résumé de cette vidéo-là, je vous la mettrai à télécharger en description. Mais il y aura aussi des petits conseils et la liste aussi de toutes les causes qui puissent provoquer, par exemple, un frisage, d'autres choses. Enfin, je sais pas encore ce que je vais mettre. Le e-book n'a pas encore été fait. Je vais essayer de faire un truc assez facile à lire, assez concret. Et donc voilà. Faut être fainéant stratégique, voilà.
Bon, ça s'est pas passé comme je voulais. Là, on a le moule que j'ai démoulé, comme vous avez vu, en plusieurs parties. On peut pas vraiment savoir comment la peinture va réagir face au gel coat en fait. Et d'après ce que j'ai compris, c'est aussi le styrène contenu dans le gel coat qui peut créer ces problèmes-là, cette réaction chimique au niveau de la peinture. Et là, on a le gel coat qui s'est fripé un peu à certains endroits. Bon, ça s'est passé uniquement sur la face où il y a eu la peinture. Bon, là, j'ai une frisure ici, mais bon, ce sera facilement rattrapable. Même ici, là, tous les endroits où c'est un peu fripé, j'aurais pas de mal à les rattraper. Mais bon, ça fait un peu plus de travail. On peut voir, bon, je me répète, mais on peut voir, c'est vraiment arrivé uniquement où il y a de la peinture et non sur la face comme sur ce carénage. Normalement de base il est en 2 pièces. On peut voir qu'ici il y a une texture brute en fait sans peinture et on peut voir que là ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu un pet de défaut ici. Donc voilà, j'aurais dû préparer mon maître modèle pour éviter d'avoir toutes ces retouches. Là, comme on peut voir ici pour les écopes, là, c'est passé nickel. Hein. Bon, peut-être certes un petit frisage à ce niveau-là. Ça m'arrivait rarement avec l'autre résine vinyle ester que j'utilisais. Comme ici, on peut voir là, celle-là. Zéro frisage, tout se passait toujours bien en fait, il n'y avait pas de problème. Bon, faut pas croire qu'aussi que parce que vous êtes un petit particulier, que vous allez faire votre propre application, que voilà, ça va forcément mal se passer. Même chez les professionnels, on rencontre des problèmes de frisage du gel coat. Moi, je suis pas chimiste, je suis qu'un petit particulier, tout comme vous. La seule chose que je fais, c'est que j'apprends de mes erreurs. Et ça, c'est ce que je vous conseille aussi, c'est de faire de même, toujours apprendre de ses erreurs. Petit conseil amical. Ça, voilà, petit conseil un peu... Enfin bref. Maintenant, j'ai pas mal de boulot et je vous laisse admirer ma belle galère. Là, comme on a pu voir, j'avais une frisure qui était légère hein, à ce niveau-là. Donc, ce que j'ai fait avec ma fausse Dremel et mon petit disque diamanté, j'ai recréé une accroche mécanique hein, sur la surface de la frisure. Ensuite, j'ai dégraissé pour améliorer aussi la crosse chimique cette fois-ci. Maintenant, ce qui va être fait, je vais refaire une application de gel coat à ce niveau-là. Appliquer mon film de rhodoïde pour pouvoir lisser, enfin me faciliter la couche de finition lorsque le gel coat aura polymérisé. Donc, application du gel coat, on va le laisser dégazer entre 5 et 10 minutes grand max. Et ensuite, on applique le film de rhodoïde.
Mes amis, nous sommes en phase de finition, plutôt de préparation avant création des pièces. Je vous avais montré comment réparer vos moules suite à des frisages, des choses qui peuvent arriver, qu'on ne prévoit malheureusement pas. Si on pouvait les prévoir, ça nous éviterait de perdre du temps. Mais bon, c'est des choses qu'il faut accepter. Enfin bref, je vous ai montré comment réparer vos moules. Enfin, quand c'est de simples réparations, quand c'est un peu plus complexe, chaque cas est différent, je ne vais pas rentrer dans le détail. Dans tous les cas, j'essaierai aussi de vous faire un petit débrief sur la réparation dans le PDF que je mettrai en description. Je vous laisserai aller checker. Du coup, on arrive en phase de finition. Le film que j'ai placé, je l'ai simplement placé en fait pour lisser le gel coat et éviter d'avoir une retouche trop importante, même si il y aura un ponçage qui sera nécessaire, mais il y aura moins de travail que s'il y avait une bosse de gel coat, on va dire. Comme sur le moule de la partie arrière, on avait vu que voilà, ça s'était un peu mal passé. J'ai pu le réparer j'ai pu le rattraper à peu près partout. J'ai fait des retouches de gel coat ici. Ici, bon, je l'ai pas totalement rattrapé, mais c'est pas très grave, hein. Tant pis, dans tous les cas, je serai obligé de faire des finitions lorsque mes carénages en carbone seront fabriqués. Je ferai, même si je voulais pas le faire, un glaçage lorsque mes carénages seront fabriqués. Ça permettra de donner un peu plus de profondeur à la fibre, mais ça vous le verrez dans la prochaine vidéo. Je vais m'attaquer au polissage tout simplement, avant moulage. Ensuite, il y aura l'étape de cirage qui sera faite dans la prochaine vidéo. Pour cette phase de polissage, je vais utiliser un produit qui m'a été envoyé par la prochaine collaboration que je vais vous présenter. Bon, je m'attarderai pas sur cette présentation de produit parce que je vais le réutiliser dans la prochaine vidéo. Puis je vais lustrer les moules pour les rendre les plus lisses et avec une surface la moins accrochante possible pour éviter d'avoir des problèmes de pièces qui se collent au moule et qui arrachent le gel coat. Comme je l'ai expliqué là, c'était lors de ma première fabrication en fait du garde-boue arrière avec l'ancien gel coat que j'avais. Je vous avais dit qu'il était périmé, etc. Tout ça, bon enfin, et aussi comment dire, la cire de démoulage que j'ai mis, c'est une cire que je connaissais pas, qui provient d'une autre marque. J'ai appliqué tout ce qui était recommandé, mais malheureusement le gel coat a accroché. Mais bon, il y a peut-être ça, et peut-être aussi le fait que gel coat aussi avait fait son temps. Donc voilà, c'est un gel coat, comme je vous dis, qui avait un certain temps. Enfin bref, dans tous les cas, là je vais m'attaquer au polissage, lustrage de mes moules, et je vous laisse regarder.